Je vois les faillites de Lehman Brothers, je vois des accumulations de dettes que peuvent avoir certains pays. Et en fait, tout un monde économique s'effondre alors sous mes yeux. Bon, qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui, Mani? Je ne sais pas encore, je vais faire mon programme d'abord pour la matinée et après je vais faire mon programme. Tiens, elles sont généreuses ces courgettes. J'avais grandi dans une histoire où la réussite, c'était d'être bien habillé dans un bel appartement parisien avec une belle voiture. J'ai une image de mon père à un dîner un soir au restaurant où il tape du poing sur la table et il dit 5 ans d'école de commerce pour finir avec un master de tomates. Et à partir de ce moment-là, je me suis vraiment dit ok, maintenant ton focus, Caroline, c'est d'être heureuse dans la vie. Et je ne savais pas ce que j'étais venue faire sur cette terre, mais ce que je savais, c'est qu'à partir de maintenant, j'allais le trouver. Et c'est ce que j'ai fait. Bienvenue sur Nexus. Quelque part au cœur de la Dordogne, juste derrière moi, un groupe de personnes a décidé de vivre entièrement retiré du système. Une vie minimaliste manifestement, en pleine forêt. Suivez-moi. Pour arriver jusqu'à leur campement, il faut vouloir s'enfoncer dans la forêt, prendre des chemins creux et ne pas craindre l'aventure. Peu importe si les pneus de la voiture se frottent aux cailloux, il faut chercher à prendre de l'altitude, mais surtout de la hauteur d'esprit. C'est dingue parce qu'elles se sont fait attaquer par le mildiou, mais il y a encore plein de tomates saines qui continuent à pousser ici. Ça me fait rien plus. Et les tomates poussent avec les potimarrons ou les citrouilles? Et les concombres, tu vois, les concombres qui sont montés sur les tomates, des tomates qui sont montées dans des courges, enfin tout ça a fait un... Il y a un gloubi-boulga de nature là. Mais les uns servent de tuteurs pour les autres et puis ça se passe bien. Je peux te dire que mes filles, elles peuvent pas manger une tomate de grande surface. Hein. Ah non? Elles ont trop l'habitude de la bonne tomate. D'ailleurs, la plus petite, parfois c'est très gênant parce que on est au restaurant avec la famille et puis elles demandent au monsieur du restaurant « Est-ce que c'est bio, monsieur, ce que vous faites ?» Quel âge as-tu, Mani? 4 ans et demi. Et ton prénom c'est quoi donc? Mani. Comment ça s'écrit? M-A-N-I. Aussi simple que Mani. Mani, c'est donc l'une des 2 filles de Caroline et de Jonathan que vous verrez plus tard. À peine étions-nous arrivés dans ce lieu perdu aux portes de la Dordogne, en Haute-Vienne, que Mani a voulu nous entraîner vers une maison. Vous allez le voir, pas tout à fait comme les autres. Allez, on la voit là. Elle est là. La voit. T'as vu avec ces bois là comme ça Ouais. qui partent. Ah ouais, c'est ce que je disais à Yves, c'est que c'est un rêve qu'on a rendu réalité. En fait, c'est un rêve d'enfant qui s'est ancré dans la matière et chaque personne qui passe ici, de l'extérieur ou à l'intérieur, ressent un peu de cette magie qui opère. Et donc je trouve que cette figue, elle contribue à rendre le monde un peu plus magique qu'il est encore quand on y est. La figue, c'est un concept en fait qui a été imaginé par un homme, Guillaume de Salvert, il y a 8 ans de cela, qui voyait des morceaux de feuilles de peuplier à la sortie d'une usine qui allait être brûlée et complètement délaissée, et qui a imaginé un habitat qui pourrait se composer à partir de là. Donc lui, autour de chez lui, il avait beaucoup de frênes. Il a pris des frênes, il en a fait un panier, et puis il a mis les feuilles de peuplier autour, et c'est devenu une figue. Et la figue, tout simplement parce que ça a la forme du fruit, ça a la forme d'une figue. Et c'est la sensation, on a plus de 80 mètres carrés au sol, 8 mètres de hauteur sous plafond à l'élément central, et c'est hyper léger.
C'est vraiment ça que ça me fait. C'est que j'ai l'impression d'être un grand enfant qui réalise ses rêves. La figue, elle donne ça. Là-haut, on a mis une pièce qui a été faite sur mesure par un artisan potier ici, là, dans la commune à Marval, pour faire un joli chapeau avec la terre locale, la terre que l'on a ici. On lui a mis son petit chapeau à la figue. C'est magnifique, c'est super poétique. Et la terre, elle vient de la commune ou du terrain? Non, elle vient de chez lui. De chez lui. Mais il est, tu vois, il est très proche d'ici. Très proche, ouais. On a déroulé 1,6 km de feuilles de peuplier. Ah, ça ne m'étonne pas, c'est... Ouais. 1600 mètres. Qu'est-ce qui m'a amené ici? En fait, je viens d'un milieu urbain citadin. J'ai grandi à Paris au tout départ. J'ai fait des études supérieures de commerce, un parcours assez classique pour un enfant bourgeois, en fait, un jeune adulte bourgeois. Plutôt mauvais à l'école, inadapté à l'école. Voilà, mes parents ne savaient pas quoi faire de moi pendant très longtemps. Il s'avéra que l'école de commerce permit tout un tas de loisirs, divertissements outre-Atlantique. Donc je sus m'épanouir en allant au travers de voyages Erasmus et autres. Et donc il trouvait ma joie à ce moment-là. Et en fait, c'est au moment où je termine mes études supérieures, je reviens d'un parcours universitaire à l'étranger, que je réalise que ces 5 années d'études supérieures que j'avais eues, dans lesquelles on me vantait tous les mérites de la société actuelle au travers du libéralisme et de tous ces préceptes-là, sont en fait une catastrophe. Parce que je vois les faillites de Lehman Brothers, je vois des accumulations de dettes que peuvent avoir certains pays. Et en fait, tout un monde économique s'effondre alors sous mes yeux. Et à partir de ce moment-là, on est en 2011, je me mets à remettre en question énormément de choses qui peuvent aller de la géopolitique jusqu'au scandale de santé et qui progressivement me font cheminer vers une autre façon de penser, une pensée qu'on peut appeler alternative. Une pensée que je me forge en fait en lisant énormément, en me documentant énormément. Une démarche qui amène Jonathan Attias à devenir journaliste. Il va d'ailleurs travailler pour l'une des plus grosses sociétés de production audiovisuelle de France avant de quitter la ville avec son épouse Caroline. Peu à peu, il crée un mouvement, la désobéissance fertile, qui préconise un retour à la nature au travers d'actions concrètes. La plus grosse finalité de ce lieu, je dirais, en ce qui me concerne, c'est de montrer d'une part qu'on peut vivre proche de la nature tout en la respectant et en la régénérant. C'est le terme de l'aggradation, qui est l'inverse de la dégradation, qui consiste à améliorer, à bonifier, à régénérer. Et à la fois, et c'est le plus gros enjeu en fait que nous avons ici au quotidien, c'est apprendre à vivre en coopérant les uns avec les autres, donc en bonne intelligence entre êtres humains. Parce qu'on s'aperçoit, maintenant on a un recul de 5 années de vie dans la nature, parce qu'auparavant on était sur un autre lieu où nous vivions dans des cabanes. On s'aperçoit que vivre comme ça, en lisière de forêt, dans la nature, ça nécessite effectivement des ajustements, ça nécessite de changer tout un tas de mécanismes et de réflexes que nous avons. Mais en fait, en l'espace de quelques mois, il nous est possible d'adopter ces nouveaux mécanismes-là. L'esprit se réinvente et de nouvelles normes apparaissent. Et donc on peut vivre dans la nature sans grande complexité. Depuis plusieurs années, Jonathan, Caroline et leur fille vivent donc ici, dans la nature, à l'abri de l'agression des villes et de la société. Cette yourte est leur maison. La famille se chauffe au bois l'hiver et pour l'électricité, quelques panneaux solaires suffisent à leur fournir le courant dont ils ont besoin. Le terrain de 10 hectares sur lequel ils ont élu domicile a été acheté par 3 familles qui, comme elles, ont choisi de vivre autrement, dans le respect de la nature et dans une bienveillance réciproque. Et après on met de la coriandre. Maman, si tu veux, tu peux m'en donner plus, je peux faire tout le pot. Hein. Que dedans? Ah, par contre, c'est hyper fort. On en a planté de la coriandre, bientôt on pourra récolter nos graines. Mais je sais qu'on en a planté. Tirer à fond. Papa, sans la coriandre. Caroline, en quelques mots, vous pouvez me rappeler ce que vous avez fait à Paris avant d'arriver ici ? Je dirigeais des établissements de luxe pendant 10 ans. Quel changement ! C'est incroyable. Je pense que j'avais la vie qui était le reflet de l'environnement, de la culture, de l'histoire dans laquelle j'avais grandi. J'avais grandi dans une histoire où la réussite, c'était
d'être bien habillée dans un bel appartement parisien avec une belle voiture, en rencontrant un amoureux et en fondant une famille. Et donc je pense que petit à petit, par mes études, par mes choix, tous ces choix étaient le reflet de ce rêve que j'avais l'impression qui était le mien, mais qui était celui de toute une société, de toute une culture, mais certainement pas le mien en fait. Alors, on est loin des grands hôtels là. Ah mais tu vois, avant j'allais à la salle de sport et je la payais une fortune, maintenant je fais tout à la main et du coup je suis naturellement tu vois, gainée. Donc ça a des avantages aussi de travailler avec son corps. Karine ? Ça te réapprend aussi tes postures, tu vois. On ne fait pas attention dans la vie de tous les jours à ses postures. Quand tu travailles avec ton corps aussi, tu apprends à avoir les postures plus justes pour pas abîmer ton corps. C'est ça le travail en collectivité, Jonathan ? Ouais, C'est une illustration, ouais. C'est aussi ça. C'est de préparer les repas ensemble, ouais. Pour mieux en profiter ensuite. C'est vrai que ce que l'on partage a toujours beaucoup plus de saveur que ce que l'on mange seul, finalement. J'ai envie. Hola. Molo. Parmi les familles ou personnes seules installées dans la Vienne, Léa. Avant d'arriver ici, Léa a été réalisatrice, elle faisait du reportage. Si elle habite sur le terrain du Croissant Fertile, c'est le nom qui lui a été donné, c'est pour accomplir l'un de ses rêves, vivre en collectif. Moi j'habite sur ce terrain qui est le terrain du Croissant Fertile. Et juste derrière, on voit mon habitat, qui est un habitat dont l'isolation est tout en carton. C'est en carton. Tout en carton. À l'intérieur. À l'intérieur, c'est le sol, les murs, le plafond. Ce sont des panneaux de carton collés à la colle de farine. Donc des cartons en fait récupérés en supermarché, découpés, dont on a gardé l'air qui est entre les alvéoles, coupés à la taille de moule et puis après collés ensemble. Et du coup ça permet, après c'est empaqueté dans les murs. Et voilà, ça fait toute l'isolation. Alors vous êtes réalisatrice, Léa. Alors c'était mon ancien métier. Et vous avez tout quitté. Et j'ai arrêté de réaliser. Ça ne veut pas dire que c'est complètement fini dans ma vie, mais aujourd'hui c'est plus forcément ce qui m'intéresse, parce que à force de filmer des gens qui étaient dans des projets magnifiques d'œuvrer pour qu'il y ait plus de beauté dans ce monde et plus de sens, moi j'avais juste envie d'une chose, c'était d'enlever l'écran de la caméra et puis d'agir également. Alors voilà, c'est pour ça que je suis arrivée là. C'est que ici ça me permet d'œuvrer. Pourquoi ce changement de vie, Léa ? C'était une envie depuis très longtemps de vivre plus proche de la nature et puis aussi de vivre en collectif. Pour moi, c'est se rapprocher de l'humain. Et vivre en collectif, c'est loin d'être facile. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est aussi d'être à l'épreuve des relations humaines. Comment on peut créer des relations de coopération, vraiment œuvrer ensemble. Et c'est un peu aussi l'objet de ce lieu, au-delà de l'aggradation d'une terre, c'est aussi comment on va aggrader des relations, comment on va vraiment réussir à se dire les choses et à bâtir ensemble avec sincérité. Vous dites aggrader, c'est l'inverse de dégrader ? C'est ça. Donc ici, on part le mot dégrader, souvent l'homme, il a cette croyance que s'il vient vivre dans la nature, il va dégrader quelque chose. C'est un peu se sentir, ne pas être la nature, être coupé de la nature. Alors qu'en fait, on est vivant, on est de la nature. Et l'idée d'aggrader, c'est de se sentir faire partie et de contribuer à prolonger cette vie, ce vivant, et du coup à prendre soin de ce qui nous entoure et montrer qu'on peut avoir un impact positif sur une terre. J'ai emménagé en février, donc il faisait encore frais quand même. Ouais. J'avais pas de poêle à ce moment, j'avais juste un chauffage à gaz. Et franchement, c'était très chouette. Alors que j'étais dans le mobil-home juste avant qui n'était pas isolé. Et là, tu as vu la différence, ouais. Clairement. Donc là, ça va être l'exploration cet hiver aussi. Maintenant, ça, du travail de Ghislain, qui est le créateur de ce concept, en fait, apparemment, 15 cm de couche de carton comme ça équivaut à une botte de paille de 1 mètre en isolant. Qu'est-ce qui se passe, Caroline, là ? C'est quoi ce bruit ?
Ça c'est les filles qui m'appellent, en fait c'est notre téléphone de la forêt, tu vois, on se fait des petits cris comme ça D'accord. pour se dire je suis là, je suis pas là. Quand on se cherche, on fait des petits toubis. Et là, Alors, qu'est-ce qui appelle là? C'est Lia. Ah, c'est À mon Lia. avis, après la matinée d'école, elle a envie de manger. Ça veut dire que c'est l'heure d'aller préparer le repas là. C'est une bonne maladie ça. Ça va, ça s'est bien passé? Non. Oui, on n'est pas le temps. Vous avez appris des choses intéressantes? On n'a pas le temps. On a appris à dessiner avec des lettres. Lia, Mani et leurs amis sortent de l'école. Les cours sont donnés aux enfants par les mamans. Le reste du temps pour les activités, disons en nature, qui donc peut mieux nous le raconter que la petite Mani? En fait, j'ai 4 ans et demi, je m'appelle Mani. Et en fait, y a un ruisseau, un étang partout. Et puis des fois, je fais des balades. Je me baigne dans la rivière ou dans le ruisseau. Je mange des plantes de la nature. Et puis, je grimpe aux arbres. Je mange des feuilles de noisetier pendant que je grimpe aux arbres de noisetier. Sur la zone du croissant fertile, le grand projet des résidents est la construction de maisons nomades et en particulier d'un concept inventé par Yves de Sarzins, la maison en pétales. Une maison en bois, rapidement montée et facilement démontable. Voilà à quoi elle va ressembler. La maison en pétales, c'est une évolution de maison nomade que j'ai réfléchi, je crois, en 2012. Et puis qui a pris son envol très lentement parce que ça n'a pas du tout été un projet commercial. C'est compliqué, l'habitat léger, de l'implanter. Donc il n'y a pas beaucoup de facilité au niveau législatif et au niveau commercial pour faire quelque chose de pécunier, on va dire. Les plans sont parus dans une petite revue qui s'appelle Passerelle Éco, qui a vraiment fait honneur à ce projet. Et depuis là, j'en ai parlé dans des festivals, etc., etc. Et ça, c'est un projet qui est venu en fait parce que j'ai fait des années de rénovation. Et que cette rénovation commençait à être lourde pour moi, que je me rendais compte qu'on utilisait beaucoup de matière pour se loger, et que la conséquence était que finalement ces habitats nous coûtaient très cher. Je me suis dit, mais est-ce qu'il y a une autre solution pour se loger qui soit plus créative, plus légère, plus rapide et qui nous mette moins dans une dépendance financière voilà. Et en fait, la réponse est oui, a été oui. La recherche a été assez rapide sur quelques mois parce que les idées sont venues vite, que ça a émergé comme ça à travers une maquette que j'ai faite et puis le concept maison nomade est né. Et à partir de cet élément central que constitue la maison nomade, on a imaginé ensemble avec une équipe des modules qui pourront s'ajouter à ce dodécadome. Donc il y a 12 éléments dans la maison nomade et on va pouvoir ajouter jusqu'à 12 pièces autour, sachant que chacune de ces pièces qu'on appelle des pétales, il faut imaginer une fleur en fait, vont pouvoir s'ajouter, se retirer dans le temps le plus simplement possible sans toucher à la structure centrale. Et pour nous c'est hyper intéressant parce qu'on est une famille avec 2 enfants, ça fait 5 ans qu'on vit d'abord en cabane puis en yourte qu'on voit derrière, mais on partage une grande pièce centrale, donc on a peu d'intimité finalement et on a ce besoin aujourd'hui d'avoir pour les filles leur chambre, nous aussi la nôtre, et donc c'est à partir de ces besoins-là qu'on a réfléchi pour imaginer un habitat qui reste un habitat léger, mais à la fois qui puisse avoir des modules différents les uns des autres. Au milieu du pilier, on va fendre Voilà, on décale la pièce centrale, on la coupe, on la décale et on met une pièce dans l'autre sens, tu vois. Qui va être suspendue en haut ou en bas? Du coup, elle va être autoportante, elle va poser, elle va être fixée dans le pilier à travers les collages et puis les pièces latérales. Ouais. Évidemment, ce qui coûte le plus cher dans la construction d'une maison, c'est la main-d'œuvre.
Donc, en rendant l'habitat accessible à l'autoconstruction, on va dire qu'on peut économiser toute une partie du budget de la maison. Après, les matériaux ne sont pas forcément ce qui coûte le plus cher. Moi, le chiffre que je peux vous donner, c'est un chiffre de 2012. En fait, j'en ai eu pour 13 000 € de matériaux pour une maison qui faisait 35 mètres carrés en 2012. Les matériaux ont augmenté. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on pourrait dire, on en aurait aujourd'hui pour 20 000 € de matériaux haut de gamme pour faire l'entier d'une maison de 35 mètres carrés. Le mot de la fin, Caroline? Vous m'avez dit à peu près ce que vous vouliez tout me dire ou pas? Je crois qu'on a pas mal bavardé. Pas mal parlé. Non, le mot de la fin, c'est que personne n'a la solution parfaite, idéale. Personne, je crois, ne détient une espèce de grande vérité. Mais je crois que si chacun d'entre nous se reconnecte à qui il est et suit ce que son cœur, ce que ses rêves lui dictent, ben, on vivra dans un monde beaucoup plus doux. Au croissant fertile, au cœur de la Vienne, la vie s'écoule ainsi, au gré des saisons, des aventures et des projets. Jonathan, Caroline, 2 visages, 2 parcours qui se sont réunis pour n'en former plus qu'un. Ensemble, pour réaliser des rêves, loin de la folie d'un monde qui étouffe. L'histoire de parcelles de vie à la recherche de la bienveillance et du bien commun, ensemble, pour construire demain.